Il y a des questions qui semblent simples, presque évidentes, et pourtant elles ne sont presque jamais posées. Non pas parce qu'elles n'ont pas de sens, mais parce qu'elles dérangent l'ordre établi des récits. La question de l'influence de l'Afrique du Nord sur les premières grandes civilisations fait partie de celle-là. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. On nous a appris que la civilisation serait née quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, qu'elle se serait ensuite développée en Égypte avant de rayonner vers la Méditerranée, la Grèce puis Rome. Dans ce récit, l'Afrique du Nord apparaît souvent comme un espace périphérique, un couloir, un territoire traversé, parfois conquis, parfois administré, mais rarement présenté comme une source. Et pourtant, lorsque l'on observe la carte du monde ancien sans les filtres modernes, lorsque l'on oublie un instant les frontières actuelles et les hiérarchies héritées, une évidence géographique saute aux yeux. L'Afrique du Nord n'est pas en marge, elle est au centre. Entre l'Afrique subsaharienne et le monde méditerranéen, entre l'Atlantique et le Proche-Orient, entre le désert et la mer, un carrefour. Or, dans l'histoire humaine, les carrefours ne sont jamais neutres. Ils sont des lieux de passage, mais aussi des lieux de transformation, des lieux où les idées circulent, où les techniques se transmettent, où les savoirs se croisent. Alors pourquoi cette région serait-elle restée extérieure aux grandes dynamiques de civilisation ? Pourquoi l'Afrique du Nord serait-elle restée simple spectatrice d'un processus qui se déroulait à ses portes ? Cette idée, si on l'examine calmement, devient difficile à soutenir. Car bien avant l'apparition des premières grandes cités connues, l'Afrique du Nord était déjà habitée, déjà parcourue, déjà structurée par des sociétés humaines anciennes. Des sociétés qui connaissaient leur environnement, qui savaient se déplacer, qui savaient observer les cycles naturels. Et surtout, des sociétés qui n'étaient pas isolées. Pendant des millénaires, l'Afrique du Nord a été reliée à d'autres régions par des routes aujourd'hui oubliées. Des routes terrestres, des routes côtières, des axes de circulation saisonniers. Ces routes n'étaient pas seulement commerciales, elles étaient culturelles. Elles transportaient des objets, certes, mais aussi des idées, des pratiques, des manières de penser le monde. Lorsque l'on parle d'influence, on imagine souvent un mouvement clair, identifiable, une civilisation dominante imposant ses modèles à une autre. Mais l'influence réelle est rarement aussi visible. Elle est lente, diffuse, souvent invisible au moment où elle se produit. Elle passe par l'imitation, par l'adaptation, par la transmission indirecte. Et dans ce type de processus, l'Afrique du Nord avait tous les atouts pour jouer un rôle majeur. Des populations installées depuis longtemps, des paysages variés favorisant l'innovation, une position stratégique reliant plusieurs mondes. Il est donc légitime de se demander si certaines des grandes idées que l'on attribue aux premières civilisations connues n'ont pas été nourries en partie par des savoirs venus de cette région. Des savoirs qui n'ont pas laissé de textes signés, mais qui ont circulé autrement. Des savoirs pratiques, environnementaux, symboliques. L'agriculture, par exemple, ne surgit pas brutalement dans un point isolé. Elle se développe par essais successifs, par échange de techniques, par adaptation locale. Or, l'Afrique du Nord a connu très tôt des formes de gestion des ressources, des pratiques pastorales, des rapports complexes à l'eau et au territoire. Ces pratiques ont pu influencer, directement ou indirectement, d'autres régions. Mais parce qu'elles ne se sont pas traduites immédiatement par des villes monumentales ou des systèmes d'écriture, elles sont restées en marge du récit. L'histoire préfère les débuts nets, les ruptures visibles, les dates précises. Elle a du mal avec les continuités floues. Et pourtant, ce sont souvent ces continuités qui nourrissent les grandes transformations. Lorsqu'une civilisation apparaît soudainement avec un ensemble de savoirs complexes, mathématiques, astronomiques, organisationnels, la question de leur origine se pose. Ces savoirs ne surgissent pas de nulle part. Ils sont le résultat d'une accumulation. Et cette accumulation implique des échanges. Des échanges entre régions, entre peuples, entre traditions. Dans ce réseau ancien, l'Afrique du Nord ne peut pas être absente. Elle est trop proche, trop ancienne, trop connectée.
Mais alors, pourquoi cette influence potentielle est-elle si rarement évoquée? Peut-être parce qu'elle remet en cause une vision linéaire de l'histoire, une vision où la civilisation se diffuserait toujours dans une seule direction. Peut-être parce qu'elle oblige à reconnaître que les sociétés africaines ont contribué, très tôt, à l'histoire globale de l'humanité. Et cette reconnaissance n'a pas toujours été confortable. Car reconnaître une influence, c'est reconnaître une égalité de capacité, une capacité à produire du savoir, à influencer d'autres peuples. Or, pendant longtemps, l'histoire a été écrite à partir de centres précis, qui ont attribué à eux-mêmes l'origine des grandes idées. Ce biais n'est pas forcément volontaire, il est structurel. Il est lié aux sources disponibles, aux langues dominantes, au pouvoir en place au moment de l'écriture de l'histoire. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec l'accumulation des données archéologiques, avec les approches interdisciplinaires, il devient possible de poser cette question autrement. Et si l'Afrique du Nord n'avait pas seulement reçu l'influence des grandes civilisations, mais avait aussi contribué à leur émergence? Non pas comme un centre unique, mais comme un foyer parmi d'autres, un relais, un espace de maturation. Cette hypothèse n'est pas une certitude, mais elle mérite d'être explorée, car elle ouvre une autre manière de lire le passé, une manière plus connectée, plus nuancée, plus fidèle à la complexité humaine. Dans la prochaine partie, nous allons examiner les bases les plus anciennes de cette possible influence, les sociétés nord-africaines avant les grandes civilisations connues, leur rapport au territoire, au temps et à la transmission. Car pour comprendre une influence, il faut d'abord comprendre ce qui existait avant qu'elle ne soit visible. Pour mesurer l'influence possible de l'Afrique du Nord sur les premières grandes civilisations, il faut d'abord revenir à une idée fondamentale, souvent sous-estimée. Aucune civilisation n'émerge dans l'isolement. Aucune société humaine ne se développe coupée du reste du monde. Les sociétés nord-africaines anciennes ne faisaient pas exception. Bien avant l'apparition des grands centres urbains connus, l'Afrique du Nord était déjà parcourue par des populations humaines qui maîtrisaient leur environnement avec une finesse remarquable. Ces populations n'étaient ni immobiles, ni repliées sur elles-mêmes. Elles se déplaçaient, elles échangeaient, elles observaient. Le Sahara, aujourd'hui perçu comme une barrière infranchissable, a longtemps été un espace vivant, un espace de circulation, un espace de contact. Pendant des millénaires, il a relié l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Des hommes et des femmes y ont voyagé, des techniques y ont circulé, des savoirs y ont été transmis. Ces déplacements n'étaient pas chaotiques, ils répondaient à des logiques saisonnières, à des cycles climatiques, à une connaissance fine du territoire. Ce type de mobilité crée des sociétés ouvertes, des sociétés habituées à l'échange, des sociétés capables d'intégrer des influences extérieures sans perdre leur cohérence interne. C'est dans ce contexte que se forment des cultures anciennes profondément connectées. Les gravures rupestres du Sahara central en témoignent. Elles montrent des scènes de vie collective, des animaux aujourd'hui disparus, des pratiques qui supposent une organisation sociale déjà avancée. Ces images ne sont pas de simples représentations artistiques, elles sont des archives visuelles. Elles indiquent une capacité à observer, à symboliser, à transmettre une vision du monde. Cette capacité est essentielle pour comprendre comment des idées peuvent circuler d'une région à l'autre. Car avant l'écriture, la transmission passe par l'observation et l'imitation, par le contact direct, par la répétition des gestes. Lorsque des groupes humains se rencontrent, ils échangent des techniques, des outils, des pratiques agricoles ou pastorales. Ces échanges sont souvent invisibles dans les sources écrites, mais ils laissent des traces matérielles, des similitudes dans les outils, des convergences dans les pratiques, des motifs symboliques partagés. En Afrique du Nord, ces convergences sont nombreuses. On observe des parallèles anciens entre certaines techniques de gestion des ressources, des pratiques pastorales et des formes d'organisation sociale que l'on retrouve plus tard dans d'autres régions. Cela ne signifie pas que l'Afrique du Nord aurait tout inventé, mais cela suggère qu'elle a participé à un réseau ancien de diffusion des savoirs. Ce réseau ne fonctionnait pas selon un axe unique, il était multidirectionnel.
Des idées circulaient du sud vers le nord, du nord vers l'est, de l'est vers l'ouest. Dans ce mouvement complexe, l'Afrique du Nord occupait une position stratégique. Elle recevait, elle transformait, elle transmettait. Cette fonction de relais est souvent sous-estimée, car elle ne produit pas toujours de traces spectaculaires. Un relais ne signe pas ce qu'il transmet, il fait circuler. Mais sans relais, aucune diffusion n'est possible. Lorsque l'on observe l'émergence soudaine de savoirs complexes dans certaines régions, il est tentant d'y voir une création locale spontanée. Mais cette vision est rarement fidèle à la réalité. Les mathématiques, l'astronomie, l'organisation sociale, tout cela se construit progressivement, par couches successives. Et ces couches proviennent souvent de sources multiples. Les sociétés nord-africaines anciennes, par leur ancienneté et leur position, ont pu fournir certaines de ces couches, des savoirs liés à l'observation du ciel dans des environnements ouverts, des connaissances sur les cycles naturels, des pratiques de gestion collective adaptées à des territoires vastes. Ces savoirs sont particulièrement précieux pour des sociétés en voie de sédentarisation ou d'urbanisation. Ils offrent des repères, des cadres, des outils conceptuels. Mais parce qu'ils sont transmis de manière diffuse, ils sont rarement attribués à une origine précise. Ils deviennent anonymes. Lorsque les premières grandes civilisations apparaissent avec un bagage de connaissances déjà structuré, il est difficile de démêler ce qui a été produit localement de ce qui a été hérité. Et l'histoire a tendance à attribuer l'ensemble à ceux qui ont laissé les traces écrites les plus visibles. Cela crée une illusion d'autosuffisance, une illusion selon laquelle certaines civilisations auraient tout inventé par elles-mêmes. Cette illusion est confortable, mais elle est trompeuse, car elle efface les contributions discrètes, les influences indirectes, les savoirs transmis sans signature. Dans ce paysage, l'Afrique du Nord a longtemps été l'une de ces sources silencieuses, non pas parce qu'elle était muette, mais parce que sa voix n'était pas enregistrée sous forme de textes monumentaux. Elle parlait par les gestes, par les pratiques, par les routes. Et ces routes étaient nombreuses, des routes sahariennes, des routes côtières, des routes intérieures. Elle reliait des communautés éloignées, elle mettait en contact des mondes différents. Dans la prochaine partie, nous allons nous rapprocher de certaines grandes civilisations connues et observer plus précisément comment ces contacts ont pu se produire. Non pas pour établir des certitudes, mais pour comprendre les mécanismes par lesquels une influence peut se diffuser sans être reconnue. Car parfois, l'influence la plus profonde est celle que l'on ne voit pas. Lorsque l'on se rapproche des premières grandes civilisations connues, celles que l'histoire a largement documentées et célébrées, une chose apparaît avec plus d'honnêteté. Aucune d'entre elles n'a émergé dans un vide humain. Aucune ne s'est développée derrière des frontières hermétiques. Elles sont toutes nées à proximité d'autres sociétés, parfois plus anciennes, parfois moins visibles, mais toujours présentes. L'Égypte ancienne, par exemple, est souvent présentée comme un monde presque isolé, structuré autour du Nil, tourné vers lui-même. Mais cette image est trompeuse. L'Égypte a toujours été en relation avec ses marges, avec le Levant, avec la Nubie et avec l'Afrique du Nord. Les routes occidentales, longeant le désert libyen, n'étaient pas des frontières mortes. Elles étaient des zones de contact, des zones d'échange. Des populations circulaient, des matières premières transitaient, des savoirs se diffusaient. L'or, l'ivoire, certaines pierres, mais aussi des pratiques culturelles traversaient ces espaces. Or, pour que ces échanges soient possibles, il fallait des relais humains, des sociétés capables de naviguer entre différents mondes, des communautés habituées à la mobilité et à la négociation. L'Afrique du Nord remplissait parfaitement ce rôle. Les populations qui y vivaient possédaient une connaissance fine des territoires désertiques et semi-désertiques. Elles savaient comment les traverser, comment y survivre, comment y circuler sans s'y perdre. Cette expertise était précieuse. Elle ne se limitait pas à une compétence technique, elle impliquait une manière particulière de penser l'espace, le temps et le déplacement. Une manière de concevoir le monde, non pas comme une suite de lieux fixes, mais comme un ensemble de trajectoires. Cette conception influence profondément les sociétés qui y sont exposées. Lorsque des civilisations en voie de centralisation rencontrent des sociétés mobiles, elles n'en retiennent pas toujours les formes politiques, mais elles peuvent en intégrer certaines logiques. Des logiques de réseau,
de circulation, d'interconnexion. Ces logiques sont visibles dans l'organisation des échanges à grande échelle. De la même manière, les premières cités du Proche-Orient n'étaient pas coupées du continent africain. Elles entretenaient des relations indirectes, parfois lointaines mais réelles. Les routes commerciales qui reliaient le Levant à l'Afrique passaient par des intermédiaires multiples, et l'Afrique du Nord était l'un de ces espaces intermédiaires. Ces relations ne sont pas toujours documentées dans les textes, elles apparaissent parfois seulement à travers des indices matériels, des objets venus d'ailleurs, des techniques similaires, des motifs partagés. Pris isolément, ces indices peuvent sembler anecdotiques, mais mis bout à bout, ils dessinent un paysage de contacts anciens. Un paysage dans lequel l'Afrique du Nord n'est pas absente, elle est là, en filigrane. Elle ne se présente pas comme une civilisation dominante imposant ses modèles, elle apparaît plutôt comme un espace de diffusion, un milieu où les idées peuvent circuler, se transformer, s'adapter. Cette position intermédiaire explique en partie pourquoi son influence est difficile à identifier clairement. L'histoire a tendance à privilégier les pôles visibles, les centres urbains, les États centralisés. Les zones de transition, elles, restent souvent dans l'ombre. Mais ces zones jouent un rôle crucial. Elles sont les lieux où les idées changent de forme, où les techniques sont adaptées à de nouveaux contextes, où les savoirs se combinent. L'Afrique du Nord, par sa géographie et par son ancienneté humaine, a été l'une de ces zones pendant des millénaires. Cette fonction de transformation est rarement reconnue comme une influence à part entière. On préfère parler d'influence directe, identifiable, documentée. Mais l'influence réelle fonctionne souvent autrement. Elle agit par imprégnation, par contact répété, par accumulation. Lorsqu'une société adopte une pratique sans en connaître l'origine exacte, l'influence devient invisible. Elle est intégrée, naturalisée. Ainsi, certaines des pratiques que l'on associe aux premières grandes civilisations peuvent avoir été nourries par des apports venus de régions périphériques, sans que ces apports soient jamais explicitement reconnus. Cela ne diminue en rien le génie de ces civilisations, mais cela rappelle que le génie est rarement isolé. Il se nourrit d'un environnement large, d'un réseau humain étendu. Dans ce réseau, l'Afrique du Nord était présente, non pas comme une périphérie passive, mais comme un espace actif de contact et de transformation. Cette idée commence à être explorée par certains chercheurs, mais elle reste encore marginale dans le récit grand public, car elle oblige à revoir des schémas bien établis. Elle oblige à accepter que la civilisation ne s'est pas développée selon une logique simple, avec quelques foyers lumineux entourés de zones obscures. Elle oblige à reconnaître que les zones dites périphériques ont souvent joué un rôle structurant. Dans la prochaine partie, nous allons nous intéresser à un autre aspect de cette possible influence, les savoirs. Les savoirs environnementaux, les savoirs symboliques, les manières de penser le monde. Car l'influence ne se limite pas aux objets ou aux techniques, elle touche aussi à la manière dont les sociétés donnent du sens à leur environnement. Et c'est souvent là que les héritages les plus profonds se cachent. Lorsqu'on parle d'influence entre civilisations anciennes, on pense souvent à des échanges visibles, des objets, des techniques, des styles architecturaux. Mais l'influence la plus profonde n'est pas toujours matérielle, elle est parfois immatérielle, silencieuse, presque impossible à tracer. Elle concerne les savoirs, la manière de comprendre le monde, d'interpréter la nature, d'organiser le collectif. Dans ce domaine, l'Afrique du Nord ancienne possédait des formes de connaissances qui ont longtemps été sous-estimées. Des savoirs forgés par l'observation attentive d'environnements exigeants, des paysages instables, des climats changeants, des ressources parfois rares. Vivre dans ces conditions ne laisse pas de place à l'improvisation. Cela exige une connaissance fine des cycles naturels, des saisons, des mouvements des animaux, des variations du ciel. Ces savoirs ne sont pas abstraits, ils sont concrets, pratiques. Mais ils impliquent aussi une capacité d'abstraction. Observer le ciel pour anticiper les saisons, lire les paysages pour prévoir les déplacements, comprendre les rythmes naturels pour organiser la vie collective. Ce type de connaissance est fondamental pour toute société qui cherche à se stabiliser. Or, les premières grandes civilisations connues apparaissent justement avec une maîtrise remarquable de ces éléments. Calendrier, observations astronomiques, organisation du temps social.
Il serait naïf de penser que ces savoirs sont apparus soudainement, isolés, dans quelques vallées fertiles. Ils sont le résultat d'une accumulation longue, d'expériences multiples, d'observations partagées. Dans ce processus, les sociétés nord-africaines ont pu jouer un rôle discret mais essentiel. Elles vivaient dans des environnements où l'observation du ciel était cruciale, où l'erreur pouvait être fatale, où la survie dépendait de la capacité à anticiper. Ces conditions favorisent le développement de savoirs précis, transmis de génération en génération. Mais ces savoirs ne se présentent pas sous forme de traités, ils se transmettent par la pratique, par l'initiation, par le récit. Lorsqu'un groupe humain entre en contact avec un autre, ces savoirs peuvent être partagés, parfois sans même être identifiés comme tels. Un geste observé, une technique imitée, une manière de lire les signes naturels. Peu à peu, ces éléments s'intègrent à d'autres systèmes de pensée. Ils se transforment, ils s'adaptent, et leur origine se perd. Ainsi, certaines connaissances que l'on associe aujourd'hui à des civilisations bien documentées peuvent avoir été nourries par des apports venus de sociétés moins visibles. Cela ne signifie pas que l'Afrique du Nord aurait transmis des systèmes complets de savoir, mais qu'elle a pu contribuer à des fondations, à des briques élémentaires, à des intuitions premières. Prenons l'exemple du rapport au temps. Dans des environnements instables, le temps ne peut pas être pensé comme une simple succession linéaire. Il est cyclique, il revient, il se répète, mais jamais à l'identique. Cette conception du temps est visible dans de nombreuses cultures anciennes. Elle structure les calendriers, les rituels, les organisations sociales. Elle est particulièrement marquée dans les sociétés proches du désert. L'Afrique du Nord, par sa géographie, a été un laboratoire de cette pensée cyclique. Ce rapport au temps a pu influencer des sociétés en voie de sédentarisation qui cherchaient à stabiliser leur organisation tout en restant attentives aux variations naturelles. De la même manière, le rapport à l'espace est fondamental. Les sociétés nord-africaines anciennes ne concevaient pas l'espace comme un territoire figé, mais comme un ensemble de parcours, de zones de passage, de repères mobiles. Cette conception favorise une pensée en réseau, une pensée qui valorise les connexions plutôt que les frontières. Or, les premières grandes civilisations ont dû gérer des réseaux complexes d'échanges bien avant de disposer d'infrastructures monumentales. Elles ont dû penser le monde au-delà de leurs limites immédiates. Il est possible que cette capacité ait été nourrie par des contacts anciens avec des sociétés mobiles, habituées à penser l'espace autrement. Là encore, l'influence ne se laisse pas facilement isoler. Elle se fond dans les structures, elle devient invisible. Et c'est précisément cette invisibilité qui a longtemps empêché de reconnaître le rôle de l'Afrique du Nord. Car l'histoire aime les influences clairement identifiables, les dates, les noms. Elle a plus de mal avec les héritages diffus, mais ces héritages existent. Ils sont inscrits dans des manières de faire, de penser, de s'organiser. Aujourd'hui, certains chercheurs commencent à reconstituer ces circulations de savoir en comparant des pratiques éloignées géographiquement, mais étonnamment proches dans leur logique. Ces comparaisons ne donnent pas des certitudes, mais elles ouvrent des pistes. Elles suggèrent que l'Afrique du Nord a pu être l'un des espaces où se sont élaborées des formes de pensée qui ont ensuite trouvé d'autres expressions ailleurs, non pas comme une source unique, mais comme un foyer parmi d'autres. Un foyer discret, mais actif. Dans la prochaine partie, nous allons nous pencher sur les raisons pour lesquelles cette influence potentielle est restée si difficile à reconnaître et à intégrer dans le récit historique dominant. Car parfois, ce n'est pas le passé qui manque, mais la volonté de le relier autrement. Si l'Afrique du Nord a pu jouer un rôle, même discret, dans l'émergence des premières grandes civilisations, une question demeure. Pourquoi cette influence est-elle restée si longtemps absente du récit historique dominant ? La réponse ne tient pas à une seule cause. Elle se situe à l'intersection de plusieurs mécanismes profonds. Le premier est lié à la nature même des sources historiques. L'histoire, telle qu'elle s'est constituée comme discipline, repose en grande partie sur l'écrit, les textes, les inscriptions, les archives. Ce qui est écrit peut être conservé, copié, transmis. Ce qui ne l'est pas devient fragile. Or, l'Afrique du Nord ancienne a produit peu de textes comparables à ceux de la Mésopotamie ou de l'Égypte, non pas par incapacité, mais parce que ces sociétés ont longtemps privilégié d'autres formes de transmission.
Lorsque l'écriture devient un critère central de reconnaissance historique, les sociétés qui transmettent autrement sont reléguées à l'arrière-plan. Elles existent, mais leur histoire est jugée incomplète. Ce biais structurel a pesé lourdement. Il a créé une hiérarchie implicite entre les civilisations. Celles qui écrivent sont visibles, celles qui n'écrivent pas ou peu deviennent périphériques. L'Afrique du Nord se retrouve prise dans cette logique. Même lorsque des influences sont possibles, elles sont difficiles à démontrer sans documents écrits explicites. L'histoire hésite alors à les reconnaître. Un second facteur tient à la manière dont les récits historiques ont été construits à l'époque moderne. L'histoire mondiale s'est longtemps structurée autour de centres précis. L'Europe, le Proche-Orient, la Méditerranée orientale. Ces centres ont été présentés comme les lieux naturels de l'innovation et du progrès. Les régions situées en dehors de ces centres ont été perçues comme réceptrices, rarement comme contributrices. Cette vision n'est pas seulement académique, elle est culturelle. Elle s'est diffusée dans les manuels, les cartes, les imaginaires. Dans cette configuration, reconnaître une influence venue d'Afrique du Nord oblige à déplacer le centre du récit, à admettre que des idées, des savoirs, des pratiques ont pu circuler depuis l'Afrique vers d'autres régions. Ce déplacement n'a pas toujours été accepté. Il remet en cause des hiérarchies anciennes, des récits confortables. Un troisième facteur est lié à la nature même de l'influence. L'influence de l'Afrique du Nord, si elle a existé, n'a probablement pas pris la forme d'un modèle imposé. Elle n'a pas été un système exporté tel quel. Elle a été diffuse, indirecte, fragmentaire. Ce type d'influence est difficile à isoler. Il ne laisse pas de marque claire, il se fond dans les pratiques locales. Lorsque des sociétés adoptent une idée sans en connaître l'origine exacte, l'influence devient invisible. Elle est intégrée au point de sembler naturelle. Dans ce contexte, l'histoire a tendance à attribuer ces éléments aux sociétés qui les ont formalisés, celles qui les ont inscrits dans des textes, celles qui les ont institutionnalisés. Les apports antérieurs, plus informels, disparaissent du récit. L'Afrique du Nord, en tant qu'espace de circulation et de transformation, a été particulièrement exposée à ce phénomène. Elle a donné, elle a reçu, elle a transformé, mais elle n'a pas toujours laissé de signature identifiable. Enfin, un dernier facteur tient à la fragmentation du savoir moderne. Les disciplines se sont longtemps développées séparément. L'archéologie d'un côté, l'anthropologie de l'autre, l'histoire écrite ailleurs. Chacune produisait des connaissances partielles, sans toujours les relier. Ce cloisonnement a rendu difficile la reconnaissance de dynamiques complexes et transrégionales. Ce n'est que récemment que ces disciplines ont commencé à dialoguer plus étroitement. Ce dialogue révèle des continuités, des circulations, des influences possibles. Mais ces découvertes prennent du temps à s'imposer, car elles exigent de réécrire certains chapitres, de nuancer des certitudes anciennes. Reconnaître une influence nord-africaine, même partielle, c'est accepter que l'histoire des premières civilisations soit plus connectée, plus mouvante que ce que l'on a longtemps enseigné. Ce n'est pas un rejet de l'histoire existante, c'est un enrichissement. Mais tout enrichissement implique un effort intellectuel, un effort de transmission. Et cet effort n'a pas toujours été jugé prioritaire. Pourtant, ignorer ces influences, c'est se priver d'une compréhension plus juste du passé. C'est continuer à raconter une histoire simplifiée au détriment de la complexité humaine. Dans la dernière partie, nous allons tenter de répondre à une question essentielle. Que change réellement le fait d'envisager l'Afrique du Nord comme un acteur possible des premières grandes dynamiques de civilisation ? Pourquoi cette perspective est-elle importante aujourd'hui, non seulement pour l'histoire, mais pour notre manière de penser l'humanité ? Envisager que l'Afrique du Nord ait pu influencer, même partiellement, les premières grandes civilisations ne consiste pas à réécrire l'histoire de manière radicale. Il ne s'agit pas de remplacer un centre par un autre, ni d'attribuer à une région ce qui appartiendrait exclusivement à une autre. Il s'agit de changer de perspective, de passer d'une histoire linéaire à une histoire relationnelle,
d'un récit de foyer isolé à un récit de réseau humain ancien. Car ce que révèle cette approche, ce n'est pas une origine unique de la civilisation, mais une humanité profondément connectée dès ses débuts. Reconnaître le rôle possible de l'Afrique du Nord dans ces dynamiques, c'est accepter que la civilisation ne soit pas née dans un seul lieu, mais qu'elle se soit construite par circulation, ajustement et transmission croisée. Cette reconnaissance change profondément notre manière de lire le passé. Elle nous oblige à abandonner l'idée confortable d'une hiérarchie naturelle des civilisations. Elle nous invite à voir le monde ancien comme un ensemble de territoires interdépendants. Dans ce monde, l'Afrique du Nord n'est plus une périphérie silencieuse. Elle devient un espace actif, un espace de passage, de transformation et de continuité. Cette lecture permet aussi de mieux comprendre certaines énigmes historiques. Pourquoi certaines civilisations semblent apparaître soudainement avec un haut niveau de complexité? Pourquoi des savoirs élaborés existent dès les premières phases urbaines? Pourquoi des pratiques similaires apparaissent dans des régions éloignées? Ces phénomènes deviennent moins mystérieux lorsque l'on accepte l'existence de réseaux anciens, de circulation de longue durée et de foyers multiples de savoir. L'Afrique du Nord, par son ancienneté d'occupation humaine, par sa position géographique et par sa diversité de ses environnements, avait toutes les conditions pour participer à ces réseaux. Non pas comme un centre dominant, mais comme un espace de maturation. Un lieu où les savoirs se confrontent à des contraintes fortes, où les idées sont testées par la réalité, où les pratiques doivent être efficaces pour survivre. Ce type d'environnement produit des connaissances robustes, des savoirs ancrés dans l'expérience. Ces savoirs, lorsqu'ils circulent, peuvent nourrir d'autres sociétés en quête de stabilité ou d'expansion. Comprendre cela change aussi notre rapport au présent, car la manière dont nous racontons les origines influence la manière dont nous pensons l'humanité aujourd'hui. Un récit qui valorise quelques centres uniques tend à reproduire des hiérarchies. Un récit qui reconnaît la multiplicité des apports favorise une vision plus équilibrée. Reconnaître le rôle possible de l'Afrique du Nord, ce n'est pas une revendication identitaire, c'est un ajustement historique. C'est reconnaître que les sociétés humaines ont toujours appris les unes des autres, que les frontières culturelles ont toujours été poreuses, que la créativité humaine ne se limite pas à quelques lieux emblématiques. Cette approche invite aussi à revaloriser des formes de savoir longtemps considérées comme secondaires, les savoirs environnementaux, les traditions orales, les pratiques quotidiennes. Elle rappelle que la civilisation ne se mesure pas uniquement à la taille des monuments ou à la quantité de textes produits, mais aussi à la capacité d'une société à durer, à s'adapter, à transmettre. Dans ce cadre, l'Afrique du Nord apparaît non pas comme une exception, mais comme un exemple parmi d'autres de cette diversité humaine ancienne. Pourquoi cette perspective reste-t-elle encore marginale dans le grand public? Peut-être parce qu'elle demande de ralentir, de nuancer, d'accepter l'incertitude. Elle ne propose pas de réponse simple, elle ouvre des questions. Mais ces questions sont précieuses. Elle nous rappelle que l'histoire n'est jamais définitivement écrite, qu'elle évolue avec nos outils, nos regards, nos sensibilités. En posant la question de l'influence de l'Afrique du Nord sur les premières grandes civilisations, nous ne cherchons pas à clore un débat, mais à l'ouvrir. À créer un espace de réflexion, à inviter à regarder autrement des territoires longtemps perçus comme secondaires. Car parfois, ce qui a le plus influencé le monde n'est pas ce qui a le plus parlé, mais ce qui a longtemps circulé en silence. Et peut-être que l'Afrique du Nord fait partie de ces voix anciennes, discrètes mais profondes, qui ont contribué à façonner l'histoire humaine bien avant que celle-ci ne soit écrite.